sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur la web TV du Journal Toulousain et sur les ondes de Radio Axe Sud pour votre rendez-vous mensuel politique avec l'ensemble, non, ils y sont pas tous ce soir, mais avec les chroniqueurs du Journal Toulousain, Patrick Aubin, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonne année. Et meilleurs vœux, c'est vrai, meilleurs vœux à tout le monde. Surtout à tout le monde. Patrick, donc toujours responsable départemental du Parti libéral-démocrate. Toujours actuellement. Toujours membre de l'UDI. Le Parti libéral est toujours membre de l'UDI. Et Patrick Aubin. Et Patrick Aubin encore. En sursis. Non, pas trop en osmose avec la ligne de l'UDI, tu peux le dire quand même. Ah oui, non, au niveau national. Nicolas Laforgue. Bonjour. Animateur du blog politique Petit Journal d'un mec de gauche. Le site internet se porte bien. Très bien, enfin, je n'ai pas demandé dernièrement, mais il a l'air d'aller bien. Ouais. Chanteur également du groupe toulousain Bruit qui court. Ouais. L'actualité, c'est quoi ? On fait un bikini samedi, là, mais je sais pas quand l'émission va être diffusée. Je suis embêté. Donc c'était samedi. Ce samedi, on a joué au bikini, c'était bien. Et on sort un album là bientôt. Très bien. Prochain. Et également aussi, on peut le dire, un livre qui est sorti. Ouais, c'est ça, ouais, l'autobiographie d'un chanteur méconnu qui est sorti là en collaboration avec Marion Méhard, l'illustratrice qui bosse avec moi. Très bien. Voilà. Messieurs, vous le savez, chaque mois on reçoit une personnalité politique et nous recevons aujourd'hui Manuel Bompard. Manuel, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux aussi alors. Meilleurs vœux. Donc secrétaire départemental du Parti de gauche, tout nouveau secrétaire départemental du Parti de gauche. Depuis le mois de septembre, ouais. Fraîchement arrivé à Toulouse. Avant d'entrer dans le vif du sujet et parler politique, Toulouse, on s'y fait rapidement ? On s'y fait très bien, ouais. Ville très agréable à vivre. Politiquement, est-ce qu'on peut dire que c'est facile d'installer un parti comme le Parti de gauche dans une ville comme Toulouse, plutôt sociologiquement à gauche, et une terre où, la gauche alternative a toujours scoré ? Je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, le Parti de gauche se porte bien à Toulouse et dans le département, puisqu'on a plusieurs centaines d'adhérents, beaucoup de jeunes qui nous rejoignent pour s'impliquer dans la vie active toulousaine. Donc ouais, le Parti de gauche à Toulouse reçoit un écho assez favorable. Très bien. Alors dans cette émission, on va parler justement du Parti de gauche et de son, corpus idéologique. Nous parlerons du tournant social-libéral du gouvernement et de François Hollande en particulier, de l'affaire Dieudonné, et on finira bien sûr par le local, des municipales. Alors Manuel, comme vous êtes secrétaire départemental, on parlera de ce qui se passe dans le département, mais on parlera bien sûr de Toulouse. On va commencer cette émission justement par un billet de notre ami Nicolas Laforgue. Sur quoi, Nicolas ? J'ai fait un billet sur Mélenchon. Ah. Pour expliquer un petit peu ce que je pensais de ce qu'il fait actuellement et de ce qu'il lui fait. J'ai soutenu Mélenchon sur mon blog en 2012. Il disait enfin ce que j'avais au fond du bide depuis tant d'années. Mon vote fut viscéral. Je crois que c'est la première fois que je suis allé voter en étant parfaitement convaincu. Et puis Hollande a gagné. Franchement, j'étais pas mécontent, mes copains non plus. On s'était débarrassé de l'autre et rien que pour ça, c'était chouette. Bon, on savait déjà que la fête ne durerait que le temps d'arroser la soirée. Le PS n'a plus d'idées. Et des idées, il en faudrait des tonnes pour faire changer nos quotidiens. Mélenchon, des idées, il en avait des tonnes. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Le silence, coincé. Il s'est retrouvé coincé entre une personnification qui lui a permis d'exister pendant 6 mois sur la scène politico-médiatique et un positionnement politique impossible. Refuser le PS, refuser l'extrême gauche. Compliqué. Trop compliqué. Sartre, je parle souvent de Sartre, mais en matière d'antisystème, je le préfère à d'autres. Sartre disait que le problème inextricable pour l'extrême gauche est l'abandon de l'insurrection. Refuser l'insurrection, c'est accepter de changer le monde par le vote. Mais pour gagner une élection, il faut accepter de faire des compromis. On ne change pas le monde avec des compromis et on ne gagne pas d'élection en restant campé sur le rejet du PS. Et puis le vrai problème finalement, c'est lui. Il est devenu sur ce pourquoi il s'est démené. Un amuseur, un bon client, de quoi booster l'audimat, pas un score municipal. Très bien. Nicolas, Manuel, un commentaire ? Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon a fait une belle campagne présidentielle, que évidemment
l'élection de François Hollande, beaucoup de gens y ont cru, comme ce que vous disiez, que de nombreux sont déçus aujourd'hui, que la question maintenant est comment on continue le travail qui a été engagé dans la campagne du Front de gauche aux élections présidentielles, c'est-à-dire faire émerger une alternative à gauche à cette politique-là, à un parti aujourd'hui, le Parti socialiste, qui tourne le dos aux valeurs de la gauche. C'est quelque chose qui se fera pas en un jour. Je pense qu'on a marqué des points lors de cette campagne présidentielle. On a lancé un mouvement, une dynamique. Maintenant, il faut le poursuivre et ce travail, on est déterminé à le continuer en tout cas. Allez, on va entrer dans le vif du sujet avec ce qu'est le parti de gauche. Manuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a été créé ce parti et pourquoi, puisqu'on sait qu'à l'origine, Jean-Luc Mélenchon était sur l'aile gauche du Parti socialiste. Oui, donc le Parti de gauche, c'est un parti qui est né en 2008 et la création de ce parti vient d'une analyse, on va dire, politique de l'évolution de la social-démocratie en France et en Europe. Qui aujourd'hui, je crois que le mandat de François Hollande, s'il le faut pour ceux qui ont écouté la conférence de presse tout à l'heure, la pertinence de la création du Parti de gauche n'en est que plus forte encore aujourd'hui. Cette analyse démontre que voilà, le Parti socialiste français a toujours eu une singularité un peu en Europe. C'était un parti qui était plus radical, on va dire, que les autres partis européens, et que depuis le début des années 80, la mutation du système capitaliste, notamment, ce parti s'est mis à faire un petit peu comme les autres partis socialistes européens et à dériver vers une orientation que nous on qualifie d'orientation démocrate, c'est-à-dire de renoncer, de rompre avec l'organisation capitaliste, l'organisation économique actuelle, voilà. Et ça s'est matérialisé, ça s'est démontré notamment en 2005 lors de la campagne sur le traité constitutionnel européen. Et c'est par rapport à ça, par rapport à ce constat-là, que s'est créé le Parti de gauche. À ça, il faut rajouter aussi une analyse de l'impasse écologique dans lequel on est. Et donc la question écologique est aussi une question centrale au Parti de gauche. Voilà. Là, vous êtes entré sur le terrain des Verts. En concurrence, on peut le dire. Oui, en concurrence ou en coopération, parce que le Parti de gauche, c'est pas une fin en soi. L'objectif du Parti de gauche, c'est de créer de reconstruire la gauche, et c'est un outil pour le faire. Il y a le Front de gauche, mais il y a aussi des passerelles possibles avec des militants d'Europe Écologie. Après, on se reconnaissait pas dans une orientation qui, à un moment en tout cas, a été majoritaire à Europe Écologie Les Verts, qui était l'idée que la question écologique était déconnectée du clivage droite-gauche, et grosso modo qu'on pouvait avoir une politique écologique sans rompre avec le système capitaliste. On ne croit pas à ça. On pense que la catastrophe écologique, elle vient aussi du productivisme et qui est le corollaire du système capitaliste. Voilà. Donc on défend une écologie qui n'est pas une écologie Canada Dry déconnectée du clivage droite-gauche. Donc on est rentré, je ne sais pas si on est rentré sur ce terrain-là. En tout cas, on pense que cette question-là est une question centrale dans les années qui viennent. Voilà. Alors, je crains le pire, parce que connaissant les joutes que je vis entre Rémi Vincent et Patrick Aubin depuis 2 ans, je vais laisser la parole à Patrick. Oui, alors, Santerre, ça vous dit quelque chose ? Santerre, ouais. Ouais. La Révolution française, etc. Ouais. Vous saviez aussi que c'était le nom de Jean-Luc Mélenchon quand il était membre des dirigeants de l'organisation Je le savais. internationaliste. Ouais. Son Entre pseudo, 1972 et 1976. Donc moi, quand je lis donc le programme du Front de gauche, là, on dirait que les rédacteurs ont totalement occulté les drames au nom du collectivisme qui se sont déroulés au XXe siècle. Alors comme je sais que notre chroniqueur, justement, Vincent, n'aime pas que je lui dise qu'il est communiste, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différences idéologiques fondamentales entre le Front de gauche et le Parti communiste ? D'accord. Bon, d'abord, il faut d'abord, pour que tout le monde comprenne bien, redéfinir ce qu'est le Front de gauche et ce qu'est le Parti de gauche, parce que des fois, il y a des confusions. Il y a des confusions. Voilà, donc le Parti de gauche est membre du Front de gauche. C'est ça, le Parti de gauche s'est créé en 2008, et comme il ne s'agissait pas de créer un énième parti, parce qu'il y en a déjà beaucoup, le corollaire de la création du Parti de gauche, c'était une stratégie qui s'appelait le Front de gauche, c'était de rassembler, on va dire, toute la gauche qui n'avait pas renoncé à changer l'organisation économique de la société, et c'est ça qui s'appelle le Front de gauche. Dans le Front de gauche, il y a plusieurs composantes, il y a le Parti de gauche et le Parti communiste. Bon, d'abord, les drames collectivistes dont vous avez parlé au cours du XXe siècle, je crois qu'aujourd'hui le Parti communiste s'en revendique pas, premier élément. Deuxième élément, le Parti de gauche met au cœur de son projet de changement de société la question démocratique. On met en avant ce qu'on a appelé la révolution citoyenne, en s'inspirant notamment des expériences sud-américaines, de ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, de combiner à la fois le processus électoral et à la fois les
mobilisations, ce qui répond un petit peu à ce que vous posiez tout à l'heure comme question. Ça, c'est un élément, on va dire, stratégique. Après, un élément politique de fond qui différencie le PSG du parti de gauche, je pense que du parti communiste, c'est, je pense, la prise en compte de la question écologique. On sait que le parti communiste et une partie de la gauche, il faut être honnête sur ce sujet, a eu tendance à rester dans le productivisme et pas vouloir rompre avec cette idée-là. Donc, je pense qu'au parti de gauche, la question écologique est prise en compte d'une manière un peu plus importante qu'au parti communiste. La question peut-être républicaine avec certains militants du PCF, voilà, il y a effectivement des divergences, sinon on serait tous dans le même parti. Par contre, on se reconnaît et on se retrouve sur la volonté de mettre en avant la question du partage des richesses, la question des services publics, la question démocratique, parce que le Parti communiste aujourd'hui, à ce que je sache, n'est pas contre le système républicain et représentatif français. Voilà, donc si ça permet peut-être d'éclairer un peu les auditeurs sur les différences entre le parti de gauche et le parti communiste. Est-ce que tu es éclairé, Patrick ? Alors non, pas tout à fait, parce que moi quand c'est le contraire qui m'aurait étonné. Souvent, moi personnellement, je défends une idée, le libéralisme. Les gens qui ont écrit le libéralisme, les philosophes donc du siècle des Lumières, aujourd'hui, je partage toujours les mêmes idées et je ne remets rien en cause. J'ai l'impression que le front de gauche, les communistes, tout ça, ça évolue en permanence. C'est un géométrie variable. Un jour, c'est de cette façon. Un autre jour, c'est d'une autre façon. Alors, effectivement, les drames, quand je parle de drames, il y a des drames humains. Quand même, le goulag, tout ça, ça faisait partie aussi de tous ces drames. Les camps de concentration, c'est du collectivisme aussi. C'était les nazistes et les nationaux socialistes. Donc, l'antisémitisme, on en reviendra aussi tout à l'heure. Donc pour moi, il y a une géométrie variable, c'est-à-dire les idées de gauche, comme nous dit, les valeurs de gauche, pardon, c'est le mot que vous avez employé tout à l'heure. Eh bien, j'ai l'impression qu'elles ne sont jamais constantes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours remises en cause, élection après élection, année après année, c'est toujours remis en cause. Moi, le libéralisme n'a pas changé. Depuis des années, c'est toujours la même chose. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé non plus. Je crois que la question, par exemple, du partage des richesses, c'est une question qui traverse la gauche depuis 2 siècles, 3 siècles. Et vous n'avez toujours pas trouvé de solution. Ah ben on y travaille et je crois qu'on a commencé. Après, est-ce qu'on endosse sur notre dos les crimes staliniens ? C'est un peu, si je vous posais la question de savoir si, au nom du libéralisme, vous endossez sur votre dos la période de Pinochet au Chili. Voilà, ça n'a rien à voir. Je crois pas. Donc, était pas libéral, il s'est revendiqué des politiques libérales. Après, il a conduit une politique d'ailleurs et il a été élu et il s'est retiré d'ailleurs, Pinochet, après, donc, quand il a eu une conversion. Mais au tout début, effectivement, je conçois, il n'était pas du tout libéral. Messieurs, Nicolas voulait intervenir. Oui, c'était pour dire aussi... Si le libéralisme n'a pas changé depuis 3 siècles, c'est peut-être un problème aussi. Mais c'était Non, c'est parce que justement, les idées libérales ne sont pas trop connues. Je sais très bien, je vous ai lu, et bon... Il faut me redire. Oui, non, mais de jeter au visage, de dire, oui, vous changez tous les 3 jours... nous, depuis 3 siècles, on pense la même chose. Penser la même chose depuis 3 siècles, je trouve ça dangereux. Parce que la société a évolué, il y a quelques petits détails qui ont évolué pendant 300 ans. Et donc, je pense que c'est bien de se regarder, de se remettre en question, et de se dire, tiens, ça marche pas, on va faire autre chose. Et jeter le goulag au visage du parti de gauche, là, c'est... Je trouve cet argument vraiment faible. Ça me déçoit, je trouve ça faible. Parce que ça existait, donc et les gens qui ont fait ça, effectivement, se revendiquaient communistes. Mais je vais vous rassurer, on ne s'en revendique pas du tout. Voilà. Je vais vous rassurer, on ne se revendique pas du tout de ça. Okay. Après, le fait que la question du partage des richesses est toujours présente dans les programmes de gauche aujourd'hui, je crois que ça correspond aussi à une situation. C'est que ce partage des richesses, il n'est pas effectif aujourd'hui. Donc c'est une bataille qui continue. Et toute l'histoire du mouvement ouvrier, elle s'est faite autour de cette question-là. Après, est-ce qu'on réfléchit et on prend en compte les nouveaux impératifs ? Oui. Par exemple, il faut être honnête là-dessus. La question écologique, elle a été trop absente notamment dans le programme du Parti communiste, mais aussi du Parti socialiste au cours du XXe siècle. Et on pense que ça pose il faut prendre en compte cette question-là. Mais c'est pas une question qui est posée qu'au parti de gauche, elle est posée à toutes les formations politiques aujourd'hui. Personne n'avait pris en compte cette question-là. Donc moi, je suis pas campé sur des idées il y a 300 ans. Le libéralisme, vous auriez effectivement trouvé des réponses. J'en doute, mais on en discutera sans doute. Exactement, on peut en discuter sans problème sur les notions de responsabilité. On va en reparler. Individuelle, notamment. Responsabilité individuelle, entre autres. Une question, Manuel, puisqu'on parle du parti de gauche. J'allais dire, l'une des spécificités de votre parti, c'est la manière de s'exprimer.
On voit souvent vos leaders nationaux, Jean-Luc Mélenchon et François Delapierre, déraper ou pas, selon ce qu'on pense de leurs propos. Eux, d'ailleurs, parlent de parler de rue. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi cette manière de parler ? Non, mais je crois que notre pays et l'Europe tout entière connaît une crise économique qui est grave. Et je pense qu'il y a du côté des citoyens une colère, voilà. Et quand on voit notamment la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par François Hollande, cette colère elle est encore plus forte. Et cette colère il faut l'incarner. Et plutôt que d'appeler les citoyens à prendre les armes, on peut l'incarner par la manière de s'exprimer, par la manière de rentrer dans les discussions politiques. Après, au-delà, il faut aller au-delà de cette question-là, qui est une manière d'attirer l'attention. Et derrière, il y a des propositions politiques. Il y a un programme qui a été défendu en 2012 qui s'appelait L'humain d'abord. Et ces propositions politiques, c'est de ça dont il faut discuter, à mon avis. Mais aujourd'hui, le système médiatique fonctionne de telle sorte que si vous voulez mettre l'attention sur vos propositions politiques, bon, il faut parler cru, il faut parler fort. C'est une manière de montrer qu'on ne se laissera pas faire et qu'il y a d'autres solutions possibles à ce qu'on essaye de nous imposer et qu'on nous rabâche à longueur de journée, que c'est la seule solution possible. Voilà. Donc je pense que c'est à la fois une manière d'incarner une colère populaire qui existe dans notre pays et une manière d'attirer aussi l'attention sur nos propositions politiques. Messieurs, parlons actualité et du tournant social-libéral du gouvernement et de François Hollande. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait déclaré vouloir s'attaquer au monde de la finance. Et aujourd'hui, il nous annonce une baisse des charges pour les entreprises et un dialogue avec le MEDEF, la CGPME et les autres partenaires sociaux. Qu'est-ce qui se passe, Manuel ? Bon, moi, d'abord, je ne me retrouve pas dans l'idée que c'est un tournant. Je pense que s'il y a un tournant... c'est un tournant par rapport à son programme. Ah voilà, s'il y a un tournant ou une rupture dans ce que fait François Hollande, c'est le soir de son élection. Parce qu'en réalité, dès son élection, il a commencé à donner des signes. Quand on refuse d'augmenter le SMIC, quand on cède face aux pigeons, quand on met 20 milliards du crédit compétitivité emploi, déjà, ce tournant avait déjà été engagé. Moi, ce qui se passe en ce début d'année, je le vois plutôt comme un entêtement, quoi. C'est-à-dire, on commence à avoir des résultats de la politique de François Hollande, ça ne marche pas. Le chômage, il nous avait dit qu'il allait inverser la courbe du chômage, elle n'est pas inversée la courbe du chômage. Et malgré ça, il continue dans la même lignée. Il va remettre là, à la conférence de presse, il vient d'annoncer qu'il allait refaire 50 milliards de coupes dans le budget de l'État. Et il ne se rend pas compte que de faire ça, déprime complètement la consommation. C'est la deuxième fois dans l'histoire économique du pays que la consommation a baissé en 2013. Et donc forcément que l'activité économique ne redémarre pas. Mais il s'entête, il va continuer. Donc je trouve ça à la fois déplorable parce que c'est complètement contradictoire avec ce qu'il avait défendu pendant la campagne et à la fois absurde d'un point de vue économique parce que tout démontre que ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas. Les résultats ne sont pas là. Patrick. Oui, je vais... Avant d'arriver à ma question... Et vite, Patrick. Voilà. L'inversion de la courbe du chômage. C'est parce qu'il a poursuivi sa politique sur laquelle il est engagé. Donc le tournant social-libéral, c'est début janvier, d'après ce qu'on a entendu, non ? Alors le début, c'est au vœu du 31 décembre où ça a été amorcé. La politique qui était avant, elle n'était pas libérale, elle était sociale. Ah, ça, c'est chacun ses définitions. Non, la courbe du chômage, c'est pas inversée. Manuel. Donc, elle s'est pas inversée, ouais, mais je comprends pas la question. Non, mais ça veut dire que le programme, il appliquait son programme jusqu'à présent. Ah non, je crois pas, non. Non, mais moi, je... Parce que le combat... Je fais que relever, hein. Je fais que relever. Non, justement, je dis que je ne crois pas qu'il y ait de tournant. Je crois pas qu'il y ait de tournant. Je pense que depuis l'élection de François Hollande... vous êtes d'accord ? Je crois qu'on d'accord. Alors, pas tout à fait, parce que pour moi, social-libéral, en fait, je dirais que c'est un terme qui est en complète contradiction. On peut pas être à la fois socialiste et libéral en même temps, c'est impossible. C'est pas nouveau, Patrick. Non, on dirait que tu découvres là les définitions. C'est impossible. Le libéralisme, il s'intéresse à l'humain, donc à l'individu, et le socialisme, il ne sait voir que des groupes anonymes et autre chose, donc c'est du clientélisme et des choses comme ça. Donc il ne sait voir que ça, l'électoralisme. Qu'il ne faut pas toujours écouter ce que dit le pouvoir aussi, parce que vous m'avez dit, essaie de nous imposer. C'est effectivement, là, il y a le pouvoir qui essaie de nous imposer. Donc c'est pas ça qu'il faut voir. Ce n'est pas parce que Hollande annonce le virage que ça va être en réalité du libéralisme. Faut bien faire attention. Et que s'il y a tournant, c'est au mieux que la tardive prise de conscience qu'on ne peut pas lutter contre la réalité. Et que c'est la réalité qui s'impose aux politiques et non l'inverse. Donc pour le Front de gauche, quel est le modèle de société que vous recommandez aujourd'hui ?
celui de la Suisse ou celui de la Corée du Nord? J'aimerais comprendre les deux. On n'est pas dans les extrêmes là. Non, ça existe, les deux existent. Ah, ça c'est aujourd'hui. sûr. Donc c'est pas, je D'accord. reviens pas 50 ans en arrière. Mais on va essayer. Patrick, entre la Suisse et la Corée du Nord, il y a beaucoup de pays quand même. Oui, non, mais je lui donne justement les deux extrêmes, comme ça il peut choisir au milieu. Vous avez le choix, Manuel. Ouais, mais je pense que ça permettra de sortir de la caricature. Je pense que La Suisse, c'est une caricature. Non, la caricature entre les deux alternatives que vous avez Non, mais énoncées. Entre les deux, il y a peut-être quelque chose. Voilà, vous je pouvez pense peut-être que- m'expliquer je pense à que quel endroit vous iriez vivre. Tout à fait. Si vous faisiez comme Depardieu en disant. Non, mais je compte pas quitter la France. Je pense qu'il faut mener les batailles politiques dans ce pays. Après, d'abord, Non, mais s'il y en a d'autres endroits qui ont mené des batailles politiques, j'aimerais que vous me disiez effectivement à tel endroit. Je me reconnais assez bien dans ce qui se fait en Amérique du Sud, en Équateur, au Venezuela. C'est des choses qui en Équateur, au Venezuela, c'est des choses qui m'intéressent d'ailleurs sur plusieurs points, à la fois sur les questions économiques parce que le bilan par exemple au Venezuela c'est l'éradication de l'extrême pauvreté, c'est la redistribution des richesses qui a progressé, à la fois sur les questions démocratiques parce qu'on en parle assez peu. Mais je veux dire le tournant qu'on appelle tournant, et encore une fois pour moi ce n'est pas un tournant de François Hollande. Moi ce qui m'inquiète dans la conférence de presse aujourd'hui, c'est que ça s'accompagne d'une dérive autoritaire de sa politique. Enfin, je veux dire, il est aujourd'hui dans les sondages des cotes de popularité de 20%. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas ce qu'il a défendu dans sa campagne, mais malgré ça, il va continuer, il va avancer, il va engager la responsabilité de son gouvernement sur une politique libérale. Et les citoyens, quand c'est qu'ils peuvent s'exprimer, oui, mais je pense que vous n'êtes pas le seul. Je pense que vous n'êtes pas le seul libéral. Après, si Patrick Aubin se reconnaissait en François Hollande, voilà. Ça m'étonnerait. Après, je crois que dans sa conférence de presse, il a assumé en tout cas l'idée qu'il fallait mettre en avant une politique de l'offre. Moi, je suis en désaccord avec ça. Je pense que la politique de l'offre et l'idée que c'est en aidant les entreprises à produire moins cher qu'on relancera l'activité économique, je suis en désaccord avec cette vision-là. Je pense qu'il faut une politique de la demande. Je pense qu'il faut arrêter de contracter l'activité économique. Je pense qu'il faut lancer des grands projets d'investissement, notamment pour amorcer la transition écologique. Voilà, je me reconnais pas dans cette politique-là. Je pense que c'est une politique de l'offre assumée, il l'a dit encore une fois, il va faire des cadeaux en fait aux grandes entreprises sans exiger aucune contrepartie. On a vu d'ailleurs que les 20 milliards qu'il a donnés l'année dernière, pour l'instant on n'en a pas vu les conséquences concrètes sur l'emploi notamment. Donc voilà, moi je sais pas si vous vous reconnaissez pas dans cette politique libérale, mais en tout cas c'est pas la politique que le Front de gauche mettrait en avant s'il était au pouvoir. Maintenant vous posez la question de vers quel modèle de société on veut aller. Bon, d'abord, le Front de gauche est partisan d'une économie mixte dans laquelle organisée autour de trois pôles. Un, le fait que la puissance publique et la propriété publique prennent plus d'importance que ce qu'elle a aujourd'hui, notamment sur toutes les questions relatives à ce qu'on appelle les biens fondamentaux, la question de l'eau, la question des transports, la question de la santé, que ces pôles-là soient développés beaucoup plus que ce qu'ils ont été, et en tout cas qu'on essaye de réduire depuis plusieurs années, qu'il y a du soutien de l'État aussi à ce qu'on appelle la propriété sociale, c'est-à-dire tout ce qui est les coopératives, la reprise en main des entreprises par leurs salariés, et qui est bien sûr encore un système, une part de l'économie qui soit en marché privé, mais dans lequel bien évidemment on mettrait des règles fortes, notamment d'encadrement des revenus, d'encadrement des salaires, pour essayer de créer des cercles vertueux dans les entreprises. Voilà, c'est un peu le projet économique du Front de gauche. Voilà. Nicolas. Ouais, c'est une question par rapport pour revenir à une politique politicienne qui est en cette période électorale importante. Quand je vous entends parler, je constate le gouffre du coup qui peut se retrouver avec le Parti communiste aujourd'hui, qui suit le Parti socialiste majoritairement sur les listes. Le Parti communiste a priori a fait le choix de suivre le PS dès le premier tour. Pas partout, mais majoritairement. Le parti de gauche refuse la politique menée par le gouvernement. Là, je sens qu'il y a quand même un fossé qui va être compliqué à boucher avant les futurs regroupements. Voilà. Moi, je suis allé à la fête de l'humain à Paris cette année. On a joué avec mon groupe sur justement le stand du parti de gauche. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une réelle tension entre le Parti communiste
et le parti de gauche, tension qui était palpable sur le site même, avec de certaines des prises de part sur les affiches, sur la communication qui était mise en place. C'est le cas dans les conseils municipaux. Hein. Voilà, et donc là je vois... une caméra sur Jean-Christophe Célin et Pierre Lacaze en conseil municipal à Toulouse, c'est quelque chose. Ouais, donc là je vois pas trop aujourd'hui comment se retrouver... Et je trouve ça dommageable parce que je pense que justement c'est en étant nombreux qu'on pourra faire avancer les choses. Mais je vois plus du tout quels sont les points d'accord aujourd'hui qu'il peut y avoir à l'intérieur du front de gauche entre le parti de gauche et le parti communiste. Ouais, moi je pense d'abord qu'il ne faut pas globaliser le parti communiste. Je crois, et j'ai quelques éléments pour cela, que l'immense majorité des militants communistes sont en désaccord avec la stratégie de rassemblement avec le Parti socialiste au premier tour. Je crois pas que ça soit de la politique politicienne, c'est une question de cohérence politique. On peut pas à la fois dénoncer et manifester contre la politique du gouvernement le samedi et puis se présenter ensemble aux élections le dimanche. Donc je crois qu'il y a beaucoup de militants communistes qui partagent cette analyse. Et d'ailleurs, quand on fait le tableau global sur l'ensemble du territoire, et y compris en Haute-Garonne, il y a des listes autonomes du Front de gauche dans son intégralité qui seront conduites dans un certain nombre de communes. Après, clairement, on est face à une question stratégique qu'il faut trancher, quoi. De savoir, est-ce que le Front de gauche, c'est un rassemblement qui a vocation à dépasser le Parti socialiste et à reconstruire la gauche autour du Front de gauche, ou est-ce que c'est une stratégie électorale à géométrie variable en fonction des élections? Voilà. Nous, on pense qu'il faut que les municipales aident à trancher cette divergence stratégique-là. Nous, on pense que le Front de gauche, aujourd'hui, dans l'état du rapport de force au sein de la gauche, il ne peut pas s'allier avec le Parti socialiste parce qu'il sera minoritaire et ça ne se fera pas sur une orientation qui soit une orientation radicale. Voilà. Donc on pense qu'il faut trancher en utilisant notamment la question des municipales pour trancher cette divergence stratégique. Et je pense qu'il y a beaucoup de militants communistes qui partagent cette analyse. Voilà. Après, il y aura les élections européennes. Le Front de gauche sera sans doute réuni, j'espère même qu'il sera élargi, parce que le Front de gauche c'est quelque chose qui a vocation à s'élargir en permanence, avec l'idée de construire ce que nous on a appelé la majorité alternative. C'était l'idée que il y a des possibilités pour faire une autre politique à gauche que celle qui est mise en place par le gouvernement, et ces ressources-là elles existent, elles ne sont pas qu'au Front de gauche. Il y a des militants et il y a des élus au Parti socialiste qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Il y a des militants et des élus à Europe Écologie Les Verts qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Et l'enjeu pour nous c'est de savoir comment on rassemble cette opposition de gauche pour faire émerger cette alternative. Messieurs, je vous propose de boire un coup, de se poser un peu, de reprendre nos esprits, et on se retrouve juste après une petite pause. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain pour ce Zoom sur l'actu où nous recevons aujourd'hui Manuel Bompard, secrétaire départemental du Parti de gauche. On reprend notre discussion pour parler d'un autre fait d'actualité, la fameuse affaire Dieudonné, avec le Conseil d'État donc, qui a donné raison à Manuel Valls pour interdire le spectacle Le Mur. Dieudonné rebondit aujourd'hui en se produisant avec un nouveau spectacle. Manuel, qu'est-ce que vous retenez de toute cette affaire ? Non, mais d'abord, il faut dire une chose claire, c'est que les propos et les provocations racistes et antisémites de Dieudonné, elles ne sont pas acceptables. Ça, c'est, je pense, la base sur laquelle il faut commencer la discussion. Après, se pose la question du rapport à la liberté d'expression. Est-ce qu'en République, il y a des libertés qui sont absolues et sur lesquelles on ne met aucune limite? Je ne partage pas cette conception de la République. Je crois que... Peut-on tout dire? Peut-on rire de tout? La liberté d'expression absolue, je n'y crois pas. Je pense que la liberté d'expression... Et d'ailleurs, c'était dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté commence où s'arrête celle des autres. Hein. Donc il y a des limites à la liberté d'expression, et ces limites à la liberté d'expression, c'est notamment les provocations, le racisme. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Il est condamnable et il doit être condamné. Après, je déplore que Manuel Valls se soit engagé sur la question de l'interdiction sans vérifier les bases juridiques sur lesquelles il le faisait. Il l'a fait sur une question où il a tout de suite été désavoué, donc le Conseil d'État lui redonne raison, mais je pense que finalement il a nui à la bataille contre Dieudonné parce qu'il s'est engagé sur ce terrain de l'interdiction. Et encore une fois, moi je partage l'idée que Dieudonné ne doit pas pouvoir se produire en public, mais il s'est engagé sur ce terrain de l'interdiction sur une base qui n'était pas une base juridique claire, et malheureusement ça a contribué au contraire à renforcer à mon avis la position politique de Dieudonné. Voilà. Donc je pense qu'il faut condamner
ses propos, que ces propos n'ont pas leur place en République. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux propos tenus d'ailleurs dans ce qu'on appelle un spectacle. Moi, je veux dire, le problème, oui, parce que c'est un tout. Il y a les vidéos qui postent voilà, moi sur je pense Internet. que j'aimerais bien qu'on s'attaque aussi dans ce cas-là aux vidéos, etc. Après, je sais qu'il y a un débat sur la liberté d'expression et notamment le fait qu'en France, la liberté d'expression, notamment pour les artistes, elle a toujours eu on va dire une marge de manœuvre plus importante. Le problème, c'est que moi je considère aujourd'hui que Dieudonné n'est plus un artiste et que c'est un militant politique qui défend des idées. Et je pense qu'il faut l'arrêter. Voilà. Nicolas, par rapport à l'affaire de Dieudonné. Sur l'affaire de Dieudonné, il y a plusieurs choses. Parce que déjà, c'est fatigant, on parle que de ça, ça me rend fou. Tu l'as écrit d'ailleurs. Je l'ai écrit, oui. Enfin voilà, je suis musicien, donc actuellement il y a quand même un gros problème dans les réseaux un peu underground sur tout ce qui est dans les concerts un peu avec des publics divers. On se retrouve avec beaucoup de gens qui soutiennent Dieudonné. Et c'est épuisant. Donc ça veut dire que tu constates cette montée à la base. Je l'avais déjà dit à la dernière, ici même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un racisme qui est énorme sur les réseaux sociaux, dans les milieux alternatifs, une haine de l'autre qui se multiplie incroyablement, quoi. Et c'est Dieudonné et voilà le leader un révélateur. Ouais, mais oui, il s'oppose en leader. Aujourd'hui, c'est le leader de ce qu'il prétend anti-système, quand il fait payer ses spectacles 43 € la place. Enfin bon. Enfin, il y a un vrai problème aussi, c'est par rapport au Zénith, parce que Valls a été obligé d'interdire ça. Moi, sur l'interdiction, je suis plutôt tranquille, puisque si je perds mon temps pour aller empêcher... oui, alors aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera interdit, Nicolas, à Toulouse. Non, mais justement, je vais manifester, moi, pour empêcher Marine Le Pen, ou à l'époque son père, depuis 15 ans, aujourd'hui, je vais devant les Zéniths ou devant les salles qu'ils prennent pour les empêcher de parler. Demain, j'irai devant le Zénith pour empêcher le spectacle de Dieudonné. Je sais que j'ai dit ça sur le journal toulousain, on m'a traité de staliniste, mais je veux dire, je l'assume, mais complètement, quoi. Je suis antifasciste, donc bien sûr j'irai manifester et empêcher Dieudonné de parler avec mes moyens. Par contre, les Zéniths, Dieudonné, on a l'impression que c'est tombé comme ça, quoi. Qu'il s'est retrouvé, tiens, il y a Dieudonné qui passe au Zénith de Toulouse. Mais le Zénith de Toulouse, il y a quand même une politique culturelle qui est menée. Il y a quand même quelqu'un qui à un moment donné a dit on va programmer Dieudonné. Ah ben non, puisque le Zénith, ça se loue. Donc aujourd'hui, la politique culturelle, c'est juste ramasser les thunes des artistes qui ont assez d'argent pour louer leur Zénith. Donc ça, je pense que c'est un problème. Il faudrait en parler de qui a donné ces salles à Dieudonné. À quel moment on peut donner une salle à Dieudonné parce qu'il loue la salle sans aller sur Internet pour voir que ce type sort des horreurs antisémites, homophobes depuis des années. Donc ce que tu dis, c'est que l'affaire sort aujourd'hui, mais que finalement les politiques auraient pu agir en amont. Oui, et puis ne pas donner leur salle. Je veux dire, Juppé aujourd'hui, demain Cohen, il ne jouera pas chez nous. Mais ils ont pris les sous quand il est venu louer la salle. Donc sur la politique culturelle, je pense qu'il y a des choses à dire sur la politique culturelle. Et puis en dernier point, c'est aujourd'hui, c'est le drame, à mon sens, c'est qu'on a cette espèce de prime, la prime au rire, quoi. Parce que le mec fait rire, il peut dire n'importe quoi. Moi, je suis musicien. Demain, dans un de mes textes, je vais sortir un truc raciste, antisémite. Voilà. Je vais me faire taper dessus. Et parce que le mec fait rire, il fait marrer. Donc c'est bon. Non, il fait marrer, tant pis. Il te fait marrer à toi. Moi, il me fait pas rire depuis très longtemps. Et il y a cette espèce, voilà. Aujourd'hui, le comique a le pouvoir. Le comique peut dire tout et n'importe quoi. Et les mains propres. Manuel, une réaction par rapport à ce que dit Nicolas? Non, mais sur ce que vous dites sur la politique culturelle, moi je partage l'idée que une politique culturelle, quand elle est impulsée par la puissance publique, elle doit avoir une cohérence. Et aujourd'hui, quelle est la cohérence d'inviter un artiste comme Dieudonné? Après, moi je le redis encore une fois, je pense qu'il faut empêcher Dieudonné de s'exprimer. Je suis pas certain que la manière avec laquelle a été menée la question par le ministre de l'Intérieur, qui franchement, on le connaît, quoi, maintenant, il fait de toute affaire une question de promotion personnelle, quoi. C'est ça qu'il fait. Après Leonarda, Dieudonné, c'est ça. Malheureusement, je crois que ça dessert un peu notre cause. Je trouve ça dommageable. Dieudonné, c'est quelqu'un qui a été condamné. La première chose qu'il faudrait faire, c'est peut-être appliquer les peines qui lui sont... qu'il doit... qui paye ses amendes. Déjà, ça serait... Et après, moi, je suis pour aller sur l'interdiction, mais je dis juste que, attention, quand on va sur l'interdiction d'un spectacle, c'est pas quelque chose d'anodin, quand même. Donc il faut s'en assurer les bases juridiques, et je pense que ça n'a pas été fait, et que pour communiquer, pour se mettre en avant, pour se redonner le beau rôle, je pense que Manuel Valls a fait ça sans vérifier du tout les bases sur lesquelles il le faisait. Patrick.
Oui, alors je partage un peu là ce qui vient d'être dit là parce que il y a un mélange en fait de droit, politique, justice, c'est-à-dire force publique. Hein, il y a non, c'est pas aux politiques d'agir pour faire condamner quelqu'un, c'est la justice qui doit condamner et c'est à la force publique de pouvoir faire exécuter les peines. Et donc d'aller dire comme ça que le politique condamne déjà immédiatement ou donne des ordres pratiquement à la justice, en plus une justice d'exception administrative, alors que c'est du pénal, je doute quand même fortement qu'on soit effectivement dans le bon droit. Et bon, pour moi, en parler, c'est entretenir une affaire vraiment sans intérêt réel, hein, qui n'a d'autres objets que d'occulter effectivement les véritables sujets. Hein. Il y a de la promotion, éventuellement, et des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut dire, en parlant, on fait la promo de Dieudonné, certes, mais comme le disait Nicolas tout à l'heure, il y a aussi le fait que Dieudonné est un révélateur de ce qui se passe à la révélateur. Pratiquement, il y a un mois, Dieudonné, c'était epsilonesque. Aujourd'hui, effectivement, il a fait une bonne pub. Et donc, ça s'est démultiplié. Et là, effectivement, en plus, on a tout un courant de personnes qui, éventuellement, ne se reconnaissaient pas forcément dans Dieudonné. Et là, il y a une cristallisation, une catalysation, je dirais, qui est complète vers Dieudonné. Donc, en plus, on a fait une publicité totalement à l'envers de tout. Et bon, pour moi, en fait, Valls, il manifeste ici sa haine de la liberté d'expression, qui est caractéristique de toute déviance dictatoriale. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'il avait fait débarquer Claude Sérillon, qui est aujourd'hui d'ailleurs aussi il est conseiller de François Hollande. Conseiller de François Hollande. Il l'avait fait en fait débarquer de France 2 parce qu'il avait fait dire à Lionel Jospin, qui était alors Premier ministre, au sujet du licenciement de Michelin, il ne faut pas tout attendre de l'État. Et puis Dieudonné, pour moi, c'est un imbécile collectiviste qui ne sait pas voir l'individu au sein des groupes ethniques et ne sait pas voir ce que sont les groupes ethniques qui font la société. Hein, en fait, normalement, c'était quelque chose qui devait être traité par la justice et puis faire appliquer la force publique à partir du moment où il ne payait pas. C'est tout. Hein, et au moins, on n'aurait pas entendu parler, la justice faisait son travail calmement et sans difficulté. Là, aujourd'hui, on a mis des choses et on a ouvert la boîte de Pandore. En fait. On ne sait pas où ça s'arrêtera. La boîte de Pandore est ouverte ? Non, moi, ce qui me fait réagir, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée que la liberté d'expression, je le redis, est quelque chose d'absolu. Voilà, je pense qu'il y a des limites à la liberté d'expression, et ces limites, c'est la dignité, le respect de l'autre. Voilà, et il y a des limites. À ce moment-là, moi, à partir du moment où vous tenez des propos anti-libéraux, je vais aussi me sentir offusqué. Je pense que ça, c'est le cadre du débat. Ça s'appelle le débat politique. Aussi, oui. Alors, il y a la loi. Mais le libéralisme, c'est une opinion. Le libéralisme, c'est une opinion. Le racisme, c'est un délit. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. C'est un délit parce qu'on a décidé que c'était un délit. Oui, on a décidé. Non, mais parce que ça a été décidé par un. Parce qu'on a décidé collectivement qu'il y avait des choses qui n'étaient pas une opinion. Effectivement. Il y a des endroits, effectivement, où c'est pas fait. Donc, ce qui est grave, effectivement, c'est à partir du moment où il y a de l'incitation à l'agression. Ou des agressions physiques elles-mêmes, mais s'exprimer, je dirais, globalement, ça n'a jamais fait de tort à personne, en dehors, effectivement, d'inciter à la haine. C'est surtout ça qu'il faut bien distinguer. Et donc, il y a des juges pour dire si Dieudonné, effectivement, a fait des... Parce que quand on saisit le tribunal administratif, c'est par rapport à l'acte administratif. Ça n'a rien à voir... Normalement, le tribunal administratif ne va pas juger ce que dit Dieudonné. Ce que dit Dieudonné, c'est du pénal. Et donc, c'est par les tribunaux de juridiction normale qu'il faut effectivement passer. D'accord. Moi, donc, après, moi, je suis d'accord avec ça. Mais... exécuter, à partir du moment où il y a des décisions qui sont prises, on les fait exécuter par la force publique si le citoyen n'obtempère pas. Patrick, laisse Manuel répondre. Mais je suis d'accord avec l'idée que c'est d'abord une question judiciaire et que les limites qu'on se fixe à la liberté d'expression se font dans le cadre de la justice. Je suis d'accord avec ça. La difficulté, elle est posée après quand un individu met au défi la République puisqu'il reproduit en permanence. Il est condamné, il reproduit, il est condamné, il reproduit. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas l'arrêter ? La justice n'est pas passée. Je pense qu'il faut l'arrêter. Après, je pense... Mais ça veut dire que soit le droit est mal fait, soit le droit est mal fait. Pour élargir la discussion, je pense que
ce qui a un caractère assez insupportable aussi, c'est que Manuel Valls, derrière ces grandes opérations de communication, s'attaque pas au cœur de la question. Et au cœur de la question, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui monter le racisme, qu'est-ce qui fait aujourd'hui monter l'antisémitisme. C'est la misère, c'est le fait que les politiques s'écartent de leurs promesses de campagne, et ça aujourd'hui il n'y répond pas. Donc c'est aussi une manière, là je partage cet avis, c'est aussi une manière d'occulter le débat politique par une polémique et de pas se poser les questions fondamentales. Comment on s'attaque aux problèmes que rencontrent les concitoyens de notre pays. Et ça, aujourd'hui, on peut presque plus en parler puisqu'on est occulté par ça. Alors, il y a eu l'affaire Dieudonné, ensuite, il y a eu les affaires du président de la République. Voilà, moi, j'aimerais qu'on se pose la question de la politique économique, qu'on puisse en débattre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le droit, la justice en France ne passe pas. Donc, il y a un problème et il y a un sérieux problème de justice. Et puis, il y a un sérieux problème aussi, peut-être, avec la police. Après, pour pouvoir faire exécuter. Faisons appliquer les décisions, on sera d'accord là-dessus, faisons appliquer les décisions. Alors, mais messieurs... passons par le droit, normalement. Allons pas trouver des astuces par des droits administratifs faisons appliquer les qui décisions n'ont rien de à justice. voir là-dedans. Messieurs, dernier sujet. Alors, Nicolas l'a introduit tout à l'heure. Les joutes électorales vont débuter. Alors, elles ont déjà débuté, mais on va entrer dans le dur de la campagne municipale. Alors, le Front de gauche est présent dans beaucoup de communes sur le département, Manuel. Oui, on en a commencé à en parler tout à l'heure. La stratégie qui est celle du parti de gauche, et en tout cas qu'il essaye de défendre dans le Front de gauche, c'est l'idée que, en tout cas dans les grandes communes, il faut être sur des listes autonomes au premier tour vis-à-vis du Parti socialiste. C'est pas une position de posture, ou c'est qu'on pense qu'aujourd'hui c'est difficile de déconnecter les questions locales des questions nationales, et que la politique qui est mise en œuvre à l'échelle nationale a des conséquences très concrètes sur les politiques locales. On parlera de Toulouse tout à l'heure, mais aujourd'hui par exemple, quand vous avez dans le dernier budget 1,5 milliard d'euros qui sont enlevés aux collectivités locales, ça a des conséquences sur une ville comme Toulouse. L'État, il doit 30 milliards depuis 3 ans à la ville de Toulouse. C'est la moitié du programme de rénovation des écoles. Voilà, ça a des conséquences. Les politiques d'austérité mises en œuvre au niveau national, elles ont des conséquences locales. Et donc, on ne peut pas déconnecter la question de l'élection municipale des questions nationales. Donc ça, c'est la stratégie qui est la nôtre. Et cette stratégie, on a essayé de la décliner dans un maximum de communes. Donc, il y aura une liste autonome du Front de gauche à Toulouse, il y aura une liste à Colomiers, on en parlera peut-être, il y aura une liste à Saint-Gaudens, il y aura une liste dans la plupart des grandes communes du département. Et Muret, puisque nous sommes à Muret. Et à Muret, il n'y aura pas de liste. Ça me permet de lancer un appel aux auditeurs de venir nous aider à construire une liste d'alternatives à l'austérité aussi à Muret. Nicolas, par rapport aux élections municipales, est-ce que tu as une question ? Oui, moi c'est je trouve que je parlais justement par mon texte pour introduire. On a perdu, à mon sens, il y avait un vrai enthousiasme derrière la candidature au présidentiel de Mélenchon. Je trouve que cet enthousiasme a été perdu. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que aujourd'hui le parti de gauche a encore les moyens de ses ambitions. Est-ce que le parti de gauche peut aujourd'hui tenir les 10 ou 11 ou 12%, je ne sais plus combien il avait fait, de Mélenchon au présidentiel? Et est-ce que le parti de gauche n'est pas aujourd'hui en train de se reconstruire parce que c'était une parenthèse et qu'on part, comme de nombreux partis à la gauche de loin, quoi? C'est l'enjeu des élections qui viennent, voilà. Répondre à 2 mois du scrutin, en tout cas, je ne crois pas que l'énergie qui a été déployée dans la campagne présidentielle de Mélenchon soit éteinte. La preuve, c'est que depuis la fin de l'élection présidentielle, on a construit aussi des grands rassemblements sur un certain nombre de questions. On l'a fait sur la question de la 6ème République, on l'a fait sur la question de la fiscalité, et on a vu à l'occasion de ces grands rassemblements que l'énergie, elle était encore présente. Après, on ne va pas se mentir, on est face à une difficulté par rapport au Front de gauche sur cette question des municipales. Nous, on est déterminés à faire en sorte que les gens qui ont envie de voter à gauche mais qui n'ont pas envie de soutenir ce gouvernement puissent le faire dans un maximum de communes. Après, on est un petit parti, le parti de gauche, donc on ne sera pas présent dans toutes les communes, on va essayer de l'être dans un maximum. Dans un grand nombre de communes, on est avec les communistes, c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, globaliser le parti communiste. C'est pas le cas à Toulouse, mais par exemple c'est le cas à Colomiers. Voilà, donc c'est l'enjeu de la période qui vient de montrer le contexte politique social fait que c'est difficile depuis la rentrée
compliqué. On l'a vu que c'était difficile sur les mobilisations sur les retraites. Enfin, je veux dire, c'est difficile aujourd'hui pour la gauche parce que le peuple de gauche, même s'il n'était pas naïf, quand il a élu François Hollande, il a pensé que ça allait conduire à des changements importants. Et c'est pas le cas. Donc forcément, ça casse un peu le moral des gens. Et notre objectif et ce sur quoi on travaille, c'est de leur montrer qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Et que pour ça, la prochaine fois, c'est pas François Hollande qu'il faudra mettre en tête au premier tour, mais ce sera Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Patrick, Oui, bon, moi, tu sais bien que je t'ai vu froncer des sourcils quand Oui, t'as non. entendu, quand Manuel a parlé des dotations de l'État, etc. Oui, exactement. Oui. Moi, j'aime pas trop la politique politicienne. Je préfère débattre sur le fond des Moi idées. aussi. Oui, j'ai français quand vous avez dit l'État doit 30 millions. Bon, c'est surtout l'État doit. Ce que vous perdez de vue, en fait, c'est que l'État, c'est nous aussi. Donc l'État, c'est qu'une organisation, mais c'est nous qui sommes derrière. Et ce que vous perdez de vue, c'est que derrière, qui c'est qui finance, c'est nous. Et donc que l'on paye directement à l'État ou qu'on paye par la commune ou qu'on paye par la région ou n'importe quoi, c'est quand même nous qui payons. Donc c'est pas l'État qui doit, c'est nous. C'est dans le budget de l'État qu'il y Oui, avait. un budget de l'État, mais le budget de l'État, c'est nous qui le payons. Oui, Donc, d'accord, mais les services publics qui sont construits grâce à c'est- ces et je dotations, c'est rebondis nous qui en aussi. profitons aussi. Oui, mais c'est quand Ça même s'appelle la répartition derrière, des richesses, on nous prend, donc on prend quoi? On prend du pouvoir d'achat aux individus. Dépêche-toi, Patrick. Parce Alors, qu'on- oui, on parce doit que ma conclure question, sur Toulouse, voilà, donc. voilà, ma question, justement, je vais continuer là-dessus, elle est là, essentiellement. Comment vous expliquez que vos amis communistes privilégient l'alliance avec les socialistes plutôt qu'avec le Front de gauche à Toulouse? À Toulouse, sur la Ouais, ville de Toulouse ouais. même. Oui, tout à fait, oui. Je pense que le Parti communiste est, on va dire, partagé entre d'un côté des militants qui ont envie de construire une liste autonome. Il y en a beaucoup, moi j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai discuté avec eux. Et puis des élus qui pensent que dans le cadre contraint des politiques d'austérité nationale et locale, parce que au dernier conseil municipal, Pierre Cohen nous a quand même expliqué qu'il ne faisait pas une politique d'austérité mais une politique de rigueur, ce qui est quand même exactement la même chose. Et il y a des élus qui pensent que dans ce cadre-là, ils arrivent à transformer les choses. Moi je n'y crois pas, je pense que ces élus-là se trompent, mais voilà, c'est le débat qui existe aujourd'hui au sein du Front de Ils vont gauche. plutôt manger à la soupe, alors? Non, moi je dirais pas les choses comme ça. Comme vous, j'ai pas j'aime pas la politique politicienne, donc je fais confiance aux individus et je pense qu'ils essayent de faire ce qui leur paraît le mieux. Voilà. Après, je pense que c'est un débat et je pense qu'ils se trompent. Mais donc c'est ça la discussion aujourd'hui. Mais je n'irai pas les taxer de carriéristes ou je ne sais quoi. Je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ils pensent que dans ce cadre-là, ils vont arriver à changer les rapports de force. Je pense que ce n'est pas possible et que la ville de Toulouse, par exemple, dirigée par une municipalité du Front de gauche, elle doit assumer un rapport de force avec l'État pour récupérer les parties du budget de l'État qui devraient revenir à la ville de Toulouse. C'est pas une question politicienne, c'est derrière ce qui va manquer, les 30 milliards qui manquent pour l'instant, ça sera autant de crèches en moins, ça sera autant de rénovation d'écoles en moins, ça sera autant de services publics en moins, et ça sera autant de moyens en moins pour répondre aux problématiques grandissantes que se posent aujourd'hui les Toulousaines et les Toulousains. Voilà. Oui. Alors, oui. En fait, je sais pas ce que vous faites comme profession, mais je vous prendrai pas comme gestionnaire d'entreprise, en aucune façon. Je suis pas gestionnaire d'entreprise, mais pourquoi pas? Non, il faudra prendre des cours d'économie avant. Des cours d'économie. Ouais. Je pense que c'est un débat économique qu'on a. Après, je sais pas s'il y a un professeur et un élève, mais Non, je pense y a que pas c'est de débat, c'est un débat sur deux l'économie, conceptions. C'est une science. Messieurs, Manuel, vous avez redoublé. Ce soir. Ouais. Dit direct. Vous pouvez repartir. Mais il y a des classes, il y a des classes où ça pose pas de problème de revenu. Manuel, dernier sondage des municipales à Toulouse. Ouais. La liste menée par Jean-Christophe Célin et Myriam Martin est pour l'instant estimée à 5%. Opinion, Bon, et je pense, moi pour ma part, qui suis en campagne à Toulouse depuis quelques semaines et quelques mois, je dois dire que ça correspond pas à l'attente et à l'impression que j'ai aujourd'hui. Je pense que la politique gouvernementale fait beaucoup de déçus et de gens malheureux et qui ont envie d'une alternative. Je pense ce que j'aimerais savoir dans ce sondage, c'est l'abstention. On n'en parle pas. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'iront pas se déplacer si le Front de gauche n'est pas en capacité de montrer qu'il y a une alternative possible. Et c'est à ces abstentionnistes-là, aux électeurs qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut s'adresser. Donc ce sondage à 5%, moi je n'y crois pas. Après, c'est à l'élection, c'est le soir de l'élection qu'on verra si notre dynamique est toujours en avant. Mais voilà, à cette étape, je n'y crois pas. Je vois aussi que
le Pierre Cohen a encore augmenté son score par rapport à la dernière fois. Il gagne 2 points à chaque sondage. Voilà, donc j'ai un peu de mal à comprendre comment la politique et la cote de popularité du gouvernement ne cesse de diminuer, et par contre son représentant ici et la personne qui va conduire la liste gouvernementale augmente à chaque élection. Donc j'ai un peu de mal à croire la pertinence scientifique de ce sondage, mais voilà, ça ne nous arrête pas, nous on continue et on continue notre campagne pour convaincre les Toulousaines et les Toulousains qu'il y a une alternative possible à Toulouse. Mais est-ce que cette problématique-là ne vient pas justement de ce qu'évoquait Nicolas tout à l'heure? Est-ce que finalement, cette séparation entre communistes et partis de gauche sur cette élection ne pèse pas sur ces estimations finalement? Bah forcément qu'elle pèse un petit peu, enfin je veux dire, c'est une évidence. Après, moi je crois que le Front de gauche, c'est pas un cartel électoral, c'est une stratégie. Et je pense que l'ensemble des personnes qui se sont reconnues dans notamment la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon, ils peuvent se retrouver dans cette campagne-là. C'est à nous de le faire, mais bien forcément ça nous a mis un petit coup d'arrêt. Maintenant, c'est derrière nous, il y aura des communistes sur notre liste. On espère qu'il y aura aussi des écologistes, et on continue les discussions avec Europe Écologie Les Verts pour que à Toulouse, voilà, il y ait la liste gouvernementale et la liste qui veut faire autre chose. Et je pense que c'est possible de convaincre les citoyens que cette liste-là continue de progresser. Donc voilà, moi je m'arrête pas là. Je pense que les sondages, il faut les prendre avec beaucoup de retenue. Il faut continuer notre travail, et je suis très optimiste pour le mois de mars et le mois de juin après les élections européennes. La transition est toute trouvée. Justement, les écologistes, ça sera ma dernière question. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont répondu non à Pierre Cohen. Il y a eu une nouvelle tentative de rencontre fin de semaine dernière qui a une nouvelle fois capoté. Est-ce que ça vous laisse de l'espoir de vous entendre avec eux? Bah c'est pas, enfin, l'espoir c'est pas de s'entendre. La question c'est est-ce qu'on se retrouve dans nos propositions politiques ou pas. Les premiers échanges qu'on a eus, ils démontrent qu'on a bien évidemment des divergences comme toujours, mais on a surtout beaucoup de convergences. Et moi, je pense que c'est ces convergences-là qui doivent l'emporter. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Je pense que c'est utile, que c'est important de montrer que notamment la prise en compte de la question écologique, qui est forte aussi dans notre liste, peut se retrouver sur une seule liste. Voilà. Donc, moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'il faut continuer les discussions et j'espère qu'on va y arriver. Messieurs, merci pour ce débat toujours passionné. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. N'oubliez pas de réagir sur tous les réseaux sociaux du Journal Toulousain, YouTube, Twitter, Facebook. Et surtout, prenez soin de vous. Au mois prochain. Ciao.